Euh, Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai effectivement été interrogé sur le fait que j'ai une carrière assez longue dans le milieu hospitalier et eu la possibilité de construire un certain nombre de bâtiments et donc de participer avec vous à ce challenge parce que dans un établissement hospitalier, quand il y a des grues, c'est que ça va bien. Ça, c'est un signe très fort pour le personnel. Et donc, les débuts de ma carrière, hein, comme l'a rappelé Jean-Claude, c'est la fin des années 70. Je suis directeur des travaux dans un hôpital psychiatrique dans le Var. Et à l'époque, on construisait encore des lits de psychiatrie. Donc c'était assez intéressant, mais c'est vrai qu'on se passait à ce moment-là quasiment de l'architecte. On avait juste besoin d'un architecte d'opération. De toute façon, ça faisait des bâtiments qui n'étaient pas très beaux et qui ont d'ailleurs pas été utilisés très longtemps, puisque après la psychiatrie a beaucoup évolué. Après, j'ai été nommé directeur du centre hospitalier de Draguignan, dans le Var aussi toujours. Et là, j'ai eu le plaisir d'avoir le choix entre aucun choix. Hein. C'est-à-dire à l'époque, on nous disait, vous voulez un nouvel hôpital, ça sera un Fontenoy, ça sera un Duquesne, point barre. Donc, évidemment, on était obligé donc de prendre l'établissement qui avait été décidé avenue Duquesne, c'est-à-dire au ministère de la Santé, absolument pas adapté aux besoins de l'établissement. Et donc, la seule chose qui était intéressante, c'était de pouvoir effectivement faire en sorte de modifier le plus possible ces bâtiments. Et heureusement, j'avais la chance à ce moment-là d'avoir un architecte qui a bien compris comment ça fonctionnait. Ils sont d'ailleurs présents, c'est le groupe 6, et je les remercie. En tout cas, on avait vraiment bien travaillé ensemble pour adapter l'établissement le plus possible à nos besoins. Mais je dois vous dire que j'ai retrouvé ce type d'établissement quand je suis arrivé à Marseille. Il y a un Fontenoy qui s'appelle la Conception. C'est absolument impressionnant de voir à quel point ça ne peut pas évoluer, ce type de bâtiment. Il faudrait le raser et le refaire, quoi. Bon. Mais il y en a d'autres, hein. On a tous connu cette période. C'était la même chose pour l'informatique, hein. On ne choisissait pas son fournisseur, on avait IBM ou d'autres, et puis point barre, hein, on ne pouvait pas choisir. Donc là, la chance, c'était d'avoir quelqu'un qui nous aide à contourner finalement, à transgresser les règles. Ensuite, j'ai participé en tant que directeur du centre hospitalier de Cannes à un projet qui malheureusement n'a pas abouti parce qu'au dernier moment, il y a eu, on a découvert que l'établissement qu'on se projetait de construire était dans une zone inondable, dans une crue décamillénaire. Alors, une crue décamillénaire, moi je pensais qu'effectivement ça pouvait quand même faire en sorte qu'on pouvait quand même construire l'établissement, surtout que si vraiment il y a cette crue décamillénaire, il y a la moitié de la ville de Cannes qui disparaît, mais bon, en tout cas, le projet n'a pas abouti, malheureusement. Maintenant, il y a un nouvel hôpital, mais ils ont mis 20 ans pour le sortir. Ensuite, je suis arrivé au CHU de Rouen comme directeur général, et là, effectivement, j'ai découvert quelque chose de très intéressant pour un directeur général, c'est un architecte hospitalier, c'est-à-dire un directeur des travaux qui est architecte des PLG et qui donc à ce titre peut signer tout un tas de documents pour obtenir donc des permis de construire. Et l'intérêt pour l'établissement d'avoir un architecte hospitalier, à condition qu'il soit bon évidemment, c'est d'abord d'avoir une espèce d'urbaniste qui va lui avoir une vision globale des sites et pouvoir effectivement travailler sur les différents sites et leurs fonctions, et aussi de pouvoir signer donc ces documents, ce qui fait une économie entre 3 et 10% de la somme qu'on aura au final à développer. Donc, et en plus, l'intérêt d'avoir un architecte, c'est que quand il fait son cahier des charges, c'est sûr qu'il discute avec d'autres architectes. On est entre professionnels et c'est beaucoup plus intéressant. C'est si bien que quand je suis arrivé à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, où là il y avait effectivement beaucoup de travail, je l'ai fait venir avec moi en me disant, de toute façon là cette fois-ci on va avoir beaucoup puisqu'on avait 14 opérations à lancer, et là à peu près 350 millions d'euros de travaux, et que évidemment entre 3 et 10% de moins, ça permet de faire plus de choses. La chance que j'avais à l'époque, c'est d'avoir comme ministre de la Santé un de mes professeurs agrégés, puisqu'il s'appelait Jean-François Mattei, et que comme il a fait Hôpital 2007, on avait un peu quelques
possibilité d'obtenir quelques crédits. Et donc, on a effectivement lancé 14 opérations. Je vais y revenir. Alors, il y a eu la période PPP. C'est-à-dire que ça, c'était après Jean-François Mattei. On a eu des pressions assez fortes pour nous inciter à faire du PPP. Et moi, j'ai eu cette chance on était jumelé avec l'hôpital de Glasgow, CHU de Glasgow, et donc je suis allé voir ce que c'était qu'un PPP sur place, puisque Glasgow, Marseille, c'est à peu près le même type de ville, et qu'il y avait également aussi 5 sites qui se regroupaient. Donc je suis allé à Glasgow, donc moi j'étais devant avec le directeur général qui m'expliquait combien c'était super de faire du PPP, et derrière il y avait mon équipe qui discutait avec les médecins et les adjoints qui lui disaient en gros, surtout faites pas ça, c'est une catastrophe, ne faites jamais du PPP. Donc on est rentré, on a expliqué que finalement on allait se lancer dans une autre opération qui s'appelle la construction, réalisation, maintenance. Enfin, voilà. Alors, ce que j'ai retenu, moi, de mon passage à Marseille, c'est que ce qui est important pour un établissement comme une assistance publique, c'est d'avoir une vision globale et urbanistique de l'ensemble des sites, et avant même de faire un projet d'établissement, de faire un plan stratégique sur 15-20 ans. Autrement dit, on travaille sur le long terme, avec 5 sites sur lesquels on a pris des décisions d'orientation stratégique, notamment suppression, passage de 4 à 2 SAU. Les SAU, c'est extrêmement coûteux à maintenir. Transformation, enfin, vous avez la liste des décisions qu'on a prises à l'époque. On va les laisser terminer. Ils passent tous, hein. Bon. Bruno Le Maire, il m'a donné froid dans le dos le jour où il a dit « Nous, maintenant, les politiques, on va faire ce qu'on a dit ». Je trouve que c'est ça extraordinaire. Bon, voilà, c'était une diversion. Alors nous, on a fait ce qu'on a dit, c'est-à-dire que le projet d'établissement, on l'a imaginé et ensuite, on l'a mis en œuvre. Alors, je voulais juste faire un petit, parce que vous êtes plutôt des architectes dans la salle, on a eu la chance d'avoir 2 projets de psychiatrie de 3 secteurs à construire en même temps. Donc on s'est dit, tiens, ça peut être intéressant de faire une comparaison entre un projet qu'on va lancer en construction, réalisation, maintenance, et un projet qu'on va lancer en loi MOP. En même temps, même démarrage, même système. Alors il y en a un qui a été obtenu par Architecture Studio, et l'autre par l'architecte Zublena. Bon. Donc l'un c'était à l'hôpital de la Conception, bâtiment de psychiatrie, l'autre donc par Architecture Studio. Donc on a lancé l'opération en même temps et on s'aperçoit évidemment, alors il y a un peu de délai supplémentaire pour la loi MOP à cause d'abord de l'instruction du permis de construire, et puis c'est vrai qu'il y a plus de discussions, plus d'affinage dans le dispositif, alors que construction, réalisation, maintenance, une fois que c'est parti, bon, ça va très vite et on ne peut pas changer la moindre virgule. Cela étant, c'est intéressant de voir que quand même les 2 opérations ont été faites dans des délais quand même tout à fait raisonnables. Le point de départ de mars 2003, c'est la décision en commission médicale d'établissement. Le point d'arrivée, c'est l'arrivée du premier malade. D'accord ? Donc c'était d'ailleurs la Cour des comptes a pris ces données-là pour faire une comparaison entre la vitesse de construction entre les différents établissements. Et c'est vrai que la paix de Marseille à l'époque était bien plus rapide à peu près 3 fois plus rapide que la paix de Paris. Donc c'est pour donner une idée. Je fais un peu de publicité en passant. Alors les coûts. Alors pour ce qui concerne donc l'hôpital, il y a eu une petite dérive de 1% par rapport en conception-réalisation, ce qui est logique. Par contre, un peu plus de dérive pour ce qui concerne la loi MOP, parce que justement, il y a eu des discussions, on a adapté, on a beaucoup travaillé, vous avez beaucoup travaillé avec le corps médical. Ça s'est d'ailleurs très bien passé. Et d'ailleurs, cet établissement a eu l'équerre d'or. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc je voulais faire cette petite comparaison entre les avantages et les contraintes entre la loi MOP et la construction, réalisation, maintenance. Donc l'avantage, c'est la sécurité évidemment pour le maître d'ouvrage, pour ce qui concerne la construction, réalisation, maintenance, garantie des prix et des délais, suppression du risque, stabilité des projets, meilleure mobilisation, procédure plus simple à gérer.
et les contraintes qui sont, il faut avoir effectivement une maîtrise d'ouvrage particulièrement compétente, ce qu'on nous avions à Marseille, qui n'est pas toujours le cas partout. Une capacité à gérer l'exécution des travaux, et puis bien sûr la maintenance des échéanciers, et surtout pas remettre en cause le programme. Mais ça, c'est pas que là. Donc ça, c'est l'hôpital de la Conception, donc c'est Zubléna. Ça, c'est la partie psychiatrie universitaire sud, avec quelle contrainte d'être dans un monde très rond. Hein. C'est ce que je pense que vous allez en parler peut-être tout à l'heure. La deuxième question qu'on m'a posé, c'est aujourd'hui je suis conseiller après avoir quitté l'assistance publique de Marseille et l'IGAS, puisque j'ai travaillé 5 ans à l'IGAS également, et donc je suis amené à faire du consulting. Ce que je trouve intéressant maintenant, c'est l'utilisation du BIM en architecture, parce que c'est vrai que c'est extrêmement intéressant, l'hôpital intelligent, d'ailleurs il y a des appels d'offres qui sont lancés sur ce type d'hôpital numérique, tous les objets connectés qu'il faut intégrer, hein, même si effectivement il faut rester dans l'humain, mais tout ça, ça nous permet maintenant d'avoir une architecture certainement beaucoup plus adaptée. Donc je travaille pour plusieurs groupes, dont le groupe NJ ou Aneo, et on est en plein dans ce sujet-là, et mon rôle effectivement c'est de faire en sorte de mettre ensemble des compétences, mettre un jeune agrégé avec un jeune polytechnicien. Je peux vous dire que c'est d'une efficacité redoutable, et que derrière ils inventent et déposent des brevets, y compris d'ailleurs pour le compte de la paix de Marseille. Puisqu'il me reste encore 2 minutes, qu'apportent ces nouvelles compétences de consulting dans la conception des établissements hospitaliers? Évidemment, c'est le parangonnage, hein, comme disent nos amis canadiens, pour pas dire le benchmarking. Et moi, je trouve que la réponse, par exemple, l'utilisation du BIM en architecture, ça devient maintenant pour un maître d'ouvrage extrêmement intéressant, avec 2 avantages absolument considérables, qui sont de mieux ajuster mon appel d'offres, puisque avec cet instrument, je peux savoir exactement combien je vais avoir sur un bâtiment de prise de courant de telle sorte, ou de tuyaux de telle sorte, et donc je vais commander mes 537 prises de courant et pas 538. Et ça, c'est vraiment pour concevoir et ajuster les prix et répondre aux questions que posait Jean-Claude, tout à fait passionnant. Et puis évidemment là aussi avec ce BIM, cette modélisation, on peut montrer au personnel dans quel environnement il va vivre, parce que ce qui est important aussi, c'est l'appropriation par le personnel des futurs locaux qu'ils vont avoir. Et là évidemment on peut faire tourner dans tous les sens, ajuster, et comme les pratiques médicales sont souvent très évolutives, entre le moment où on conçoit et le moment où on livre le bâtiment, et on peut toujours aussi intégrer avec le BIM ces différentes pratiques. J'ai aussi eu la chance de faire un petit passage, alors moi cette fois-ci en Martinique, puisque j'ai fait de l'administration provisoire en fin de carrière de l'hôpital psychiatrique de Colson, et là on avait un blocage complet, puisque cet hôpital devait déménager au Lamentin, et ça faisait 18 mois que les personne voulait déménager dans ce nouvel hôpital tout neuf. 18 mois, c'est énorme, hein, surtout dans ces pays où la nature est assez exubérante. Et donc, quand je suis arrivé dans cet hôpital qui était fermé depuis 18 mois, il y avait déjà les plantes vertes à l'intérieur sans problème. Hein. Ils ne voulaient pas déménager, tout simplement parce que personne ne leur avait permis d'intégrer l'idée qu'ils allaient déménager. Et en plus, bon, évidemment, il y avait des problèmes syndicaux, ils voulaient un peu plus de personnel, on sait tous comment ça se passe, mais c'est vrai que l'intégration, le fait pour le personnel de s'approprier son futur est quand même toujours très intéressant. Voilà, j'ai pas de citation de Freud à vous donner, mais je suis prêt à répondre à vos questions. Merci.